Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez ici en direct des Sables d'Olonne. Nous va s'élancer dans exactement 6 minutes 30 maintenant le 8e Vendée Globe, le grand départ qui est donc attendu, c'est tout de suite, dans 6 minutes 30, je le disais à l'instant. On va le vivre ensemble pendant les 25 prochaines minutes avec vous Anthony, bonjour. Bonjour. Notre journaliste sportif et puis également notre consultant François Gabard. Bonjour. Vous êtes le vainqueur du dernier Vendée Globe, le record à battre c'est le vôtre, 78 jours, 2 heures, 16 minutes. C'est ce record qu'espèrent bien sûr battre les 29 skippers de cette 8e édition. Alors, ils sont en train de vivre les dernières minutes, je le disais juste avant le départ. Les préparateurs sont encore à bord, mais ça ne va pas durer très longtemps, François. Oui, il y a une partie de l'équipe qui peut être encore à bord des bateaux. Le skipper doit être en solitaire 4 minutes après le départ, donc à 12h58. On va peut-être voir des derniers équipiers qui vont sauter à l'eau. Là, c'est les caméras embarquées. On est à bord de Bankpop, PRB, Gitana et Nures Matmut. Donc là, on voit encore des équipiers qui, sur certains bateaux, en tout cas en haut à droite sur Banque Populaire, qui sont encore à bord du bateau. Ils encore vont une minute sauter. Alors qu'est-ce qu'ils font sur ces derniers moments? C'est l'heure des au revoir. Il y a plus de réglage. L'idée, c'est de minimiser les risques là sur la phase de procédure de départ, donc ne plus avoir de manœuvre à faire entre le dernier équipier qui saute à l'eau et le départ. L'idée, c'est d'être sur le même bord, de ne pas avoir à changer de bord. La météo est plutôt favorable pour ça, puisqu'on a un vent de travers, donc un vent nord. Les bateaux vont couper la ligne tribord à mur. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le moins de choses à faire au possible entre le dernier équipier qui part à l'eau et le départ. Alors on précise que les équipiers qui vont sauter à l'eau vont être récupérés oui, après. Oui. On s'inquiète pas. On s'inquiète pas. Il y a des Zodiacs, il y a des semi-rigides qui suivent les bateaux, qui peuvent récupérer les équipiers juste après qu'ils partent. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de monde à l'eau, beaucoup de monde sur l'eau. Voilà. Donc là, un équipier qui est repêché. Vous voyez, tout va bien. C'est un peu impressionnant. Ah, c'est une image sensationnelle. Mais voilà, donc ça c'est un équipier qui a quitté son navire pour laisser son skipper tout seul. Il est très exactement, ça y est, on a un chrono à 12h58. Ils sont vraiment en solitaire maintenant pour plusieurs semaines. C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite, parce que revenir trop vite, c'est jamais très bon signe pour le Vendée Globe. Comment ça va se passer très exactement le départ dans 4 minutes maintenant? Donc on a une ligne imaginaire qu'on voit à l'écran entre une bouée, un semi-rigide en bas de l'écran et le comité. Donc tous les bateaux étaient à droite de l'écran. On voit le décompte. L'idée, c'est d'être du bon côté de la ligne. Une fois que le timing est fini, une fois que le top départ est donné, on peut couper la ligne. Si jamais on coupe la ligne trop tôt, il faut revenir sur la ligne et recouper la ligne. Donc évidemment, on perd du temps. Et vous en savez quelque chose? C'est ce qui vous est arrivé il y a 4 ans. Ça peut, et on peut gagner quand même le Vendée Globe, même si on coupe la ligne de départ. C'est pas très grave. Néanmoins, là, je pense qu'il y a les skippers sont quand même très concentrés. Pourquoi? Parce que il se passe quelque chose là dans les premières heures de course. Il va y avoir un passage clé au large du Portugal et les premiers bateaux vont probablement pouvoir creuser leur avance. Donc il s'agit de ne pas perdre du temps, d'essayer d'être tout de suite dans la course et d'être tout de suite devant. Et c'est pas très facile pour les bateaux ici de rester quasiment statiques, même si la mer est belle. Je pense que c'est des conditions, les plus belles conditions probablement qu'on ait connues pour un départ du Vendée Globe. C'est des conditions plutôt faciles, plutôt agréables et en plus très favorables pour aller très vite dans les minutes et dans les heures qui vont suivre le départ. Je crois qu'on vient de voir à l'instant une image de Vincent Rioux. C'est le seul vainqueur du Vendée Globe qui s'élance parmi les 29 skippers. Ouais, il n'y en a qu'un. Et lui, il peut faire le doublé comme Michel l'a fait auparavant. Et qui est plutôt en milieu de flotte là, Vincent PRB. J'arrive pas à voir qui est complètement devant. Voilà, Vincent qui est près de Yann Eliès, entre Yann Eliès de Keguiner et Jean-Pierre Dick sur Saint-Michel. Ce qu'il faut noter, c'est que tous les bateaux ont a priori la même voilure. Ils ont tous choisi de mettre leur grande voile haute, donc jusqu'en tête de mât, et ils ont leur plus grand génois à l'avant, donc il n'y a pas beaucoup de vent sur l'eau, même si le vent va fraîchir dans les premières heures de course. Ils sont tous à l'attaque, ils ont tous choisi de mettre cette voile qui est la plus rapide. Et on rappelle là on voit les images à bord d'ailleurs de Vincent Rioux, le skipper de PRB. On rappelle simplement, c'est vrai que si on coupe la ligne trop tôt, on est obligé de revenir et de recouper une deuxième fois la ligne, donc attention à ne pas aller trop vite. Et là on voit Vincent Rioux là, qui est bloqué par un autre bateau qui était sous son vent, donc voilà, là c'est important, il y a beaucoup de bateaux sur la ligne de départ, il ne faut pas couper trop tôt, il ne faut surtout pas rentrer en collision avec un autre bateau. Dès qu'on s'arrête, on est moins manœuvrant, c'est comme le vélo, Quand on va vite, ça va, il y a de l'équilibre. Si on s'arrête, on n'est plus manœuvrant. Là, c'est le cas de Vincent qui n'est pas très rapide. On voit les images embarquées.
il est bloqué par un bateau qui est juste devant lui. Donc j'espère qu'il va s'en sortir et surtout j'espère qu'il ne va pas y avoir d'incident entre les bateaux. Le schéma libre. C'est important de franchir le premier la ligne de départ. C'est pas fondamental, mais évidemment les bateaux qui vont partir dans les premiers, ils auront un peu moins de chemin à faire. Il faut mieux être devant dès le départ, c'est toujours plus facile. Voilà, Vincent là qui repart, PRB qui repart. On a juste devant, donc on a Quito de Pavon sur le tuyau. Et on a du monde, c'est assez serré. Il y a un bateau qui est vraiment très près de la ligne. Je pense que ça va être difficile pour lui de pas voler le départ. 45 secondes, 45 secondes avant le départ. Et donc la ligne elle est entre le semi-rigide qui doit être en bas à gauche de l'écran et le comité de course qui est au vent. Et c'est un départ qui va être donné, précisons-le, par le Prince Albert II de Monaco qui va lancer le départ de cette 8e édition. Allez, on va vivre ensemble le départ. Et c'est parti, a priori c'est un bon départ d'ailleurs sous le vent de SMA qui a choisi donc de partir sous le vent. Paul Meillat. Et au vent j'arrive pas à voir qui c'est qui est en tête, on a une petite image, on voit pas grand chose. Non, il y a PRB comme milieu de flotte, il y a le Souffle du Nord un petit peu au vent, Quito de Pavon sur Otio aussi qui est bien parti. Bon, c'est un bon départ. Donc déjà, il n'y a pas eu a priori de collision, en tout cas sur les images qu'on a nous à l'écran, ce qui est déjà une bonne belle première chose. nouvelle. Ouais, voilà, c'est la bonne première nouvelle. Et plutôt un bon départ de SMA sous le vent qui est dégagé, qui n'a pas pris de risque. C'est plutôt pas mal. Pas vraiment un hasard que vous regardiez ce bateau. C'est le vôtre, celui avec lequel vous aviez gagné il y a 4 ans. Il connaît le chemin, il n'est pas très loin de la ligne de départ. Il était un petit peu trop près il y a 4 ans. C'est vrai que j'ai forcément un affectif très fort avec ce bateau. Il me rappelle de bonnes émotions. Et là, on voit donc à bord Vincent Rioux. Quand on le voit tourner les manivelles, c'est pour border les voiles. Voilà, donc c'est pas pour le plaisir, c'est juste pour essayer de bien régler ses voiles. Il est abrité, donc il essaie de se dégager pour voir ce qui se passe devant lui. Vous parliez tout à l'heure des options à choisir entre la grande voile, petite voile justement. Est-ce que là tout le monde est parti avec grande voile? De ce que j'ai vu, tout le monde, donc voilà, on voit bien là sur ces images, tout le monde est parti grand voile haute avec son Génois ou son J1. Donc voilà, on a à peu près les mêmes configs. Et le projet Imagine là qui est lui plutôt sous code 0, donc lui il a même pris encore plus de risques. Mais il n'a pas l'air d'être pour le moment plus rapide, au contraire. Là c'est Quito de Pavon sur Otio qui est vraiment et Tanguy de la Motte au vent. C'est les petits cœurs rouges qui ont pris un très bon départ au vent. Donc bon départ de Tanguy, Quito et Paul Meillat. C'est les 3 meilleurs départs. Et PRB qui est rapide dans ces conditions-là. On rappelle que c'est un des favoris et qui n'est pas foiler. Mais là pour le moment il n'y a pas encore beaucoup de vent. Les foilers vont se régaler la nuit prochaine. Mais pour le moment Vincent en profite. On rappelle simplement pour les foilers, ce sont ces appendices, les foils qui sont sur les côtés des bateaux pour évidemment ces nouvelles générations de bateaux. Voilà, on a des bateaux assez différents sur la course. PRB fait partie de l'ancienne génération et c'est un bateau par contre qui est très fiabilisé, que Vincent connaît sur le bout des doigts. Et donc pour le moment qui s'en sort plutôt bien et actuellement c'est PRB qui est le bateau le plus rapide. Alors précision qu'il y a donc 29 skippers qui prennent ce départ, 14 qui n'ont jamais fait le Vendée Globe, 15 qui l'ont déjà connu, dont le PRB ici, Vincent Rioux, et pour cause. C'est sa 4e participation à Vincent Rioux et il a remporté, non pas la précédente édition, c'était vous, mais celle d'avant. 2004-2005. Et il part bien, PRB. Ouais, il part bien, mais il est suivi par un groupe là avec les favoris. Je pense à Jean-Pierre Dick sur Saint-Michel-d'Irbach qui est juste derrière. Et surtout Armel sur Banque Populaire et Sébastien Josse sur Gitana. Vous savez bien, je l'ai répété, c'est mon trio de favoris et pour le moment ils sont déjà là. Première info, Bertrand Deborg est obligé de faire demi-tour apparemment, il aurait mordu la ligne. On va avoir évidemment la confirmation dans quelques instants, mais il devrait faire demi-tour Bertrand Deborg. Bertrand Deborg qui à 4 ans avait eu un problème technique sur le départ. Donc là c'est le départ qui lui réussit pas, mais il sait que la course est longue. Donc, c'est pas grave, ça va repartir. Il en a déjà franchi des lignes, Bertrand Deborg. C'est son 4e Vendée Globe
ici. Il connaît bien le large des Sables d'Olonne et puis cette descente du chenal qu'on a vécue tout à l'heure, les 29 bateaux qui ont quitté les pontons des Sables d'Olonne toutes les 4 minutes entre 8h50 et 10h42. C'est Vincent Rioux d'ailleurs qui avait fermé la marche. On le voit ici maintenant, c'est terminé cette émotion de descente du chenal. C'est une autre émotion, c'est celle du départ. Là on est dans la course, on n'est plus en famille, on n'est plus avec les équipiers, on est le compétiteur. Et là on est dans l'action surtout, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de paramètres à gérer. Imaginez, ils sont tout seuls sur un bateau de 18 mètres, il y a des bateaux partout autour. Là sur l'écran on a l'impression que les bateaux sont espacés, mais quand on est à bord on a vraiment l'impression que tout le monde est très proche. Il y a aussi les bateaux spectateurs qui étaient dans une zone protégée à l'extérieur de la ligne de départ, qui maintenant vont pouvoir venir au contact des bateaux. C'est un grand bazar, ça fait plaisir parce que c'est un joli spectacle. C'est aussi un risque, il y a 800 bateaux. C'est un risque pour les marins. Là, ce qu'on veut, c'est surtout pas avoir de problème entre les bateaux, avec les bateaux spectateurs. C'est dur, on est tout seul sur un bateau, on ne peut pas regarder partout tout le temps autour de nous. Quand on règle une voile, on regarde ailleurs et donc on est toujours un peu tendu sur ces moments cruciaux. On le disait François, avec la météo annoncée, ça va aller très très vite pour la descente vers le sud. Ouais, on a une météo là qui est exceptionnelle pour les marins, ça va aller très très vite pour les premiers jours de course. Donc là on est au reaching avec le vent qui vient de travers, un vent de nord qui est plutôt bon. On voit Bertrand de Broc là à l'écran qui est donc en effet en train d'empanner, qui va repasser la ligne de départ. C'est pas grave, j'ai fait ça il y a 4 ans et ça s'est bien terminé. Donc Bertrand, on lui souhaite que du bon et ça va repartir de plus belle. Exactement, pour le moment ça a l'air assez compliqué parce qu'ils ont mis toute leur voile à l'avant du bateau et on voit que la grande voile, le génois qui est à l'avant du bateau a du mal à passer, il est coincé dans les autres voiles. C'est compliqué de manœuvrer sur ces bateaux-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on essaye de manœuvrer le moins possible. Et là, les autres bateaux ont réussi à partir sur un bord sans virer de bord, sans empanner. Bertrand, lui, a été obligé de faire ces 2 manœuvres-là. Alors les 3 premiers pour le moment, en ce début de course, c'est Vincent Rioux sur PRB, suivi de Tanguy Delamotte, avec également bien dans son sillage Sébastien Josse sur Gitana. Ouais, et PRB là qui fait vraiment la différence. Il va vraiment plus vite, on voit en quelques minutes l'écart de vitesse avec Tanguy Delamotte qui était à son vent. C'est vraiment Vincent là, qui est le leader à bord de son bateau PRB, un bateau vendéen. Je crois que là il doit faire plaisir à son sponsor en prenant un départ comme celui-là. On le voit, il surveille qui, le reste de la flotte ou plutôt son bateau là? Il surveille devant, je pense qu'il surveille les bateaux spectateurs. Il a quelque chose là, sur la poitrine, c'est son pilote automatique. C'est-à-dire qu'on a une télécommande de pilote automatique. Là, les marins ne sont pas à la barre. C'est le pilote qui prend sa décision, qui va d'ailleurs prendre cette responsabilité pendant de nombreuses heures pendant le Tour du Monde. On va barrer peut-être 2, 3, 4, 5, 10% du temps sur un Vendée Globe, pas plus. Le reste du temps, c'est le pilote automatique. On lui donne un cap et le pilote suit le cap qu'on lui donne. Et là, l'ensemble de la flotte, le reste, qui est un peu à l'arrière, forcément. Ici, on aperçoit les différents bateaux qui sont donc derrière PRB. On va rejoindre dans quelques instants Gaël Robic, puisque lui, il a la chance d'être tout près parmi les bateaux. Alors, je ne sais pas lequel c'est, mais lui, il a pu embarquer à bord d'un semi-rigide pour suivre ce départ. Alors, il y a beaucoup d'ambiance sur l'eau avec derrière nous Arnaud Boissière qui a pris un bon départ. Également Thomas Ruyant que l'on aperçoit ici avec le projet Imagine bord à bord avec Quito de Pavan. En revanche, derrière, il y a déjà un deuxième groupe avec un départ relativement tranquille du japonais Kojiro Shiraishi qui est tout simplement en dernière position avec Bertrand de Broc qui a coupé la ligne également. Alex Thompson qui est là-bas derrière et qui est au milieu de la flotte. Mais vous le voyez, beaucoup d'embarcations autour de nous. Avec là-bas le PRB de Vincent Rioux qui est en tête avec Thomas Ruyant qui pour sa première participation a pris un excellent départ. Et on le voit, Thomas Ruyant qui est un des seuls à avoir mis le code 0, donc une voile un peu plus grande que les autres. Il a pris des risques, Thomas, sur le départ, mais pour le moment ça a l'air de payer. On voit sur les images là, les bateaux qui sont le plus au vent sont avec les bateaux spectateurs. Là la mer est blanche, c'est pas parce qu'il y a tempête, c'est parce qu'il y a tellement de bateaux qu'il y a des vagues qui se créent sur le plan d'eau. C'est pas facile de naviguer dans ces conditions-là, et les bateaux qui sont le plus au vent, donc en haut de notre écran, se retrouvent comme Safran, se retrouvent dans ces vagues liées aux bateaux à moteur, et c'est pas facile d'aller vite dans ces conditions. On va retrouver tout de suite notre autre journaliste. Il y a Gaël Robic qui est en mer, et puis il y a Eric Saintas qui lui est dans les airs à bord d'un hélicoptère. C'est parti très vite, vu d'où vous êtes, Eric?
Oui, on s'est parti très vite et pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a certains bateaux qui sont même gênés par les vedettes très nombreuses du public. Notamment, je pense au bateau de Morgan Lagravière Safran qui est un petit peu dans les vagues là-bas. Il va falloir qu'il se sorte de là, Morgan, sinon ça va être un petit peu difficile pour lui. Et puis Thomas Rouillant de l'autre côté avec Paul Meillat sont bien dégagés. Dans l'axe de PRB, derrière Tanguy de la Motte et Jean-Pierre Dix sur Virbac sont dans son axe derrière avec Gitana. Mais Morgan Lagravière là doit vraiment se dégager. Il y a un bateau de la SNSM qui vient pour essayer de faire partir les bateaux du public. Voilà, il est en train de prendre un petit peu sur la droite là pour pouvoir se dégager. C'est pas simple pour lui. Et on voit Thomas Ruyant là ici de l'intérieur, effectivement. Les images embarquées, ça c'est vrai que c'est une nouveauté et on aura la chance d'avoir ça tout au long du Tour du Monde. C'est des caméras qui sont à l'intérieur qui permettent d'envoyer par image satellite les images. C'est vraiment la nouveauté technologique qui nous permet de partager ce qu'on vit à bord pendant tout le Tour du Monde. Thomas Ruyant qu'on ne connaît pas très bien, mais qui peut faire partie des surprises de ce Vendée Globe. Ah, c'est l'un des outsiders, François. Ouais, c'est un outsider, il a un très bon bateau. Un bateau un petit peu âgé, c'est Groupe Bell, l'ancien Groupe Bell qui a été mis à l'eau en 2007. C'est un bateau qui a presque 10 ans, mais c'est un bateau qui à l'époque était très rapide et qui est toujours rapide et surtout un bateau qui est assez facile, un bateau léger et on a besoin de mettre moins de toile pour avancer vite avec ce bateau et c'est parfois plus facile. Et qui n'a pas de foil. On va revenir sur ces foils, ces sortes d'ailerons, de moustaches, on peut dire, qui sont sur les côtés. 7 bateaux en sont équipés cette année pour ce Vendée Globe, sur 29 au départ. Ils peuvent changer la donne sur ce Vendée Globe. On sait qu'il y a des risques aussi. Regardez, on les voit à l'écran justement, les foils, le foil d'Hugo Boss. Pour le moment, Hugo Boss, il est un petit peu dans les dévents des autres bateaux, donc il n'arrive pas à aller encore à fond la caisse. Mais dès que le bateau va accélérer, ces appendices, ces nouveaux appendices, vont pouvoir s'appuyer dans l'eau, permettre au bateau de s'alléger et d'accélérer. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse différence qu'il y a entre les bateaux. On a 6 foilers au départ. 7 foilers au départ. 7 foilers dont 6 de nouvelle génération avec des bateaux de nouvelle génération. Et Jérémy Bayou qui a lui fait le choix sur un ancien bateau de rajouter des foils. On voit là Banque Populaire avec Armel Lecléache qui lui aussi donc a les foils qui pour le moment traîne un peu dans l'eau, mais dès que le bateau va accélérer, ça va être redoutable. C'est allé saluer Armel Lecléache, on a vécu ça en direct ce matin. Armel Lecléache, rappelons-le, vous l'avez battu de 3h17 il y a 4 ans. Il veut tenir sa revanche. Il a été 2 fois deuxième dans le Vendée Globe, Armel Lecléache. C'est pas gentil de rappeler tout ça. Heureusement, il nous entend pas, Armel. Je lui souhaite que du meilleur, que le meilleur, évidemment. Il a une revanche à prendre et voilà, je pense qu'il fait partie des favoris. Et vous êtes d'ailleurs allé lui dire juste avant le départ. Il le sait, il est là pour gagner, Armel. On va retrouver Eric Saintas tout de suite à bord de l'hélicoptère. Avec ce qui est assez surprenant, on a vu Tanguy de la Motte et son bateau ancienne génération, pourrait-on dire, à la lutte avec Sébastien Josse sur Gitana 16 et Jean-Pierre Dick sur Virbac Paprec qui sont quasiment sur la même allure. Lui qui n'a pas de moustache, pourrait-on dire, il arrive à tenir l'allure de ces deux bateaux. Derrière, bien sûr, PRB qui est devant, mais c'est assez paradoxal de voir, pour l'instant, c'est vrai qu'en début de course, de voir ce bateau-là résister aux deux anciens. Et vous voyez sur l'image, le groupe Keguiner de Yann Eliès qui est devant Armel Lecléache de Banque Populaire, l'ancien avec les dérives, le nouveau avec les moustaches. Mais petit à petit, vous voyez que Banque Populaire gagne sur Yann Eliès et Morgan Lagravière au fond a réussi à se décaler de la flotte des bateaux suiveurs. On n'est qu'à 11 minutes de course et on voit déjà les premiers écarts se faire. Vincent Rioux nous avait dit en début de semaine, je vais partir très vite. Ouais, Vincent, il sait très bien ce qui va se passer dans les premières heures de course. Il sait que son bateau là est très véloce dans les conditions actuellement. Ça va être plus dur cette nuit, puisque dès que les bateaux vont accélérer, ces nouveaux bateaux, ces foilers vont vraiment accélérer. Donc il fait tout ce qu'il a à faire, il le fait très bien, il a pris un excellent départ, il règle parfaitement son bateau et pour le moment c'est clairement le plus rapide. C'est de loin le meilleur départ et il prend un petit peu d'avance parce qu'il sait qu'il va se faire rattraper dans la nuit. Dès la prochaine nuit, il va y avoir beaucoup plus de vent, on annonce 25 nœuds, 30 nœuds. Oui, le vent va se renforcer. Là tout le monde est parti avec beaucoup de toile. Et dès les premières heures de course, je pense que d'ici 1 à 2 heures, il va falloir réduire la toile. C'est-à-dire qu'on va donc sortir la voile, la grand voile qu'on a à l'avant. On va passer sur une voile un peu plus petite, on va prendre des ris. Ça va être pas mal de boulot, de manœuvre là, dans les heures qui vont suivre. On parle souvent des mers australes et de la difficulté que c'est de vivre très isolé quand on est vraiment dans le Grand Sud. Mais le golfe de Gascogne, c'est aussi un écueil auquel se sont heurtés beaucoup de skippers dans les précédents Vendée Globe. Le golfe de Gascogne peut être terrible. On sait bien qu'il y a des tempêtes qui passent des fois l'hiver en France. Donc le golfe de Gascogne peut être terrible.
À la différence des mers australes, c'est qu'on est près des côtes. Donc ce qui est parfois difficile à la navigation. En revanche, les moyens de secours, forcément, sont plus faciles à mettre en place. Quand on est dans les mers australes, il faut bien comprendre que les concurrents là, qui partent sur le Vendée Globe vont aller dans des endroits où il y a simplement Là, c'est les mers australes. personne. Quand on est vraiment sur Voilà, cette carte, quand on est en plein les dedans. mers C'est-à-dire du des Sud, milliers de kilomètres de loin toutes de les tout. côtes. Il n'y a pas de cargo, il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a personne. Il Il n'y n'y a a que que des nous. icebergs éventuellement. Voilà, et on est hors de portée des hélicoptères si jamais il y a des secours à venir. Donc voilà, c'est quand même des zones. Il n'y en a pas beaucoup C'est aussi aujourd'hui pour ça qu'on sur y la va au Terre, Vendée des zones Globe, non comme ça. Alors c'est pour essayer d'aller dans des endroits qui sont assez exceptionnels et c'est vrai que en tant que marin, aller vivre les surfs des mers du Sud, c'est des sensations extraordinaires. On rappelle 25 000 milles à parcourir, 3 caps à passer, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin, le cap Horn, avant la remontée évidemment bien sûr sur l'Atlantique. Tout ça sans escale, sans assistance, en solitaire, bien sûr. Le Vendée Globe, c'est comme ça depuis 27 ans. On a gagné 31 jours entre la première arrivée en 1989 et la vôtre, il y a donc 4 ans. On peut aller jusqu'où comme ça dans les records? On voit que ça part déjà très vite. Faut pas se donner de limite. Je comprends pourquoi on veut se donner de limite. Il n'y a pas de limite. Ça va être battu d'ailleurs, François, vous pensez cette année? Probablement. En plus, là, ils ont des conditions exceptionnelles pour partir. Ils vont aller très très vite. Le record pour aller jusqu'à l'équateur, vraisemblablement, va être battu. Et il y a de grandes chances derrière. Il n'y a pas de raison que les bateaux ralentissent. Et d'édition en édition, on ira toujours de plus en plus vite. Et peut-être qu'un jour, alors, je ne sais pas si dans 50, 100 ans ou 500 ans, on fera le tour du monde en 10 jours. Wow. On n'y est pas encore. Wow. Non, faut être un peu En tout cas, patient. il faut dire une chose. Déjà beau, joli. Il faut dire une chose, c'est que si les skippers qui sont là veulent battre votre record, il faut qu'ils arrivent très exactement avant le 23 janvier prochain. Ça va venir vite finalement. 11 semaines en mer, ça passe vite. Tout est relatif, le temps en mer, quand on est en mer en général et en course, c'est vrai que ça passe plutôt très vite. Oui, je pense qu'ils vont pas avoir le temps de voir passer les choses, alors qu'on voit là Vincent qui est juste devant le bateau de Tanguy de la Motte et qui est dans les vagues des bateaux spectateurs. Il passe même dans les dévents, il y a des bateaux de plaisance qui ont mis leur voile. C'est beau de pouvoir partager un peu ce qu'on vit, d'être aussi proche des bateaux spectateurs. Des fois on peste un peu quand on est dans leur vague et que ça nous fait ralentir. L'essentiel, j'espère qu'il n'y aura pas d'incident, j'espère que tous les bateaux spectateurs vont être très attentifs pour évidemment pas gâcher la course d'un des bateaux. On va retrouver tout de suite. Oui. On va retrouver tout de suite Gaël Robic. Il est tout près d'un bateau du 3e du dernier Vendée Globe, c'est celui d'Alex Thompson. Oui, on est avec en approche de Hugo Boss qui a pris un départ relativement tranquille. Je ne vous cache pas que les conditions sont un peu délicates. Hugo Boss qui est environ en 10e, 12e position avec à ses côtés là-bas au loin. On aperçoit Yann Eliès qui a pris un départ également relativement tranquille, relativement prudent avec Morgan Lagravière qui est à l'autre bout du plan d'eau. Et derrière on aperçoit Louis Burton. Et là-bas c'est Stéphane Le Diraison qui pour son premier Vendée Globe, lui aussi a préféré prendre un départ très très prudent. La mer qui s'est creusée avec toutes les embarcations qui sont autour de nous. Et Jean-Maurice a beaucoup de travail pour nous maintenir à flot à côté de tous ces solitaires. Quand on voit les images des bateaux, en hélicoptère, on n'a pas l'impression que ça va si vite, mais quand on est embarqué, on se rend compte de la vitesse des bateaux. Là, on est sur un bateau à moteur qui est quand même presque à fond la caisse et qui a du mal à suivre les bateaux à voile. Et on se rend compte aussi, là, ils doivent être à 15 nœuds, je dirais à peu près 25-30 km à l'heure. Et on voit bien que Gaël, qui est à l'arrière de la flotte, le plan d'eau est tout de suite un petit peu mouvementé, parce que tous les bateaux créent des vagues et il y a tellement de bateaux sur l'eau que le plan d'eau est agité. Et malheureusement, plus les bateaux vont être à l'arrière. Là, on voit Quito qui a choisi de partir plutôt sous le vent, en bas de notre écran, qui lui est plutôt tranquille en fait, parce qu'il a pas trop de bateaux à moteur autour de lui. Et finalement, il peut tracer sa route sans être trop perturbé. Vaut mieux ouvrir la voie. On a vu avec Vincent Rioux, même là avec Quito de Pavant, vaut mieux être tranquille et être devant dans son bord et pas avoir personne à côté. C'est souvent comme ça en voile. Il faut bien comprendre que les autres voiliers peuvent nous perturber le vent. Donc les bateaux qui sont devant souvent perturbent un petit peu le vent, et quand on est derrière, on se retrouve avec un vent qui est un petit peu moins bon. Et ça risque aussi d'être le cas d'ailleurs dans les jours qui viennent, avec une météo qui est plutôt favorable pour les bateaux qui seront aux avant-postes. Et voilà Gaël qui se rapproche du bateau si reconnaissable d'Alex Thompson. C'est le seul à être tout noir. Magnifique bateau, il est joli. Après, les goûts et les couleurs, c'est difficile à juger, mais c'est vrai que je trouve que ce bateau, d'un point de vue design, est assez magique. Et surtout, il a des choix aussi techniques et architecturaux qui sont audacieux, mais qui, pour le moment, sont plutôt très bons. Et
Et c'est un bateau qui est capable d'aller très vite. Alex Thompson qui espère être le premier Britannique à remporter, même le premier étranger à remporter le Vendée Globe. C'est son 4e, il avait fini 3e, je le rappelle, lors de la précédente édition, à 2 places de la vôtre. Allez, on va aller voir peut-être Eric Saintas qui est au-dessus du bateau de Vincent Rioux, au-dessus de PRB. On est juste un petit peu derrière Vincent Rioux. Ceci pour vous dire que derrière Quito de Pavan, dont parlait François tout à l'heure, il y a Arnaud Boissière aussi qui a décidé de se mettre sous le banc et justement de profiter du fait qu'il n'y a pas trop de bateaux suivants de ce côté-là pour tracer sa route doucement. On va arriver nous sur Hugo Boss qui est un petit peu derrière. Et c'est vrai que l'anglais Alex Thompson est pour l'instant un petit peu en retard. Mais ceci dit, il est vraiment à vue des autres. Il n'y a pour l'instant pas de creux très formé, pas de trou au niveau des ponts suivants. On voit la préparation des skippers. Les skippers français qui s'entraînent ensemble au pôle Finistère course au large ont l'habitude de ce type d'exercice, les départs. Alex, il a fait un choix, enfin il ne s'entraîne pas avec ses autres skippers. Et du coup l'exercice très technique du départ n'est pas facile. Et là il n'a pas pris le meilleur départ. Mais encore une fois, sa machine est redoutable et je pense qu'il sera capable de revenir dans la nuit. Et on va vivre ensemble la suite de ce départ du Vendée Globe que vous avez choisi de ne pas faire très rapidement. Expliquez-nous, vous c'est le multicoque désormais. Ouais, j'ai la chance de naviguer aujourd'hui sur le trimaran massif, un multicoque, un bateau magnifique mais donc, qui ne peut pas participer à cette course qu'est le Vendée Globe, donc qui se court sur des monocoques. Je prépare actuellement donc un tour du monde l'an prochain, dans un an. Je vais repartir au tour du monde en solitaire, mais ça sera en record. Il n'y a pas un petit pincement au cœur là de les voir partir? Non, il y a beaucoup de bonheur parce que j'aime bien, j'adore cette course et voir ces belles images, ça me fait plaisir. On est bien aussi des fois à terre, faut pas être toujours en mer. Rapidement, votre trio, votre pronostic. Moi j'avais donné dans mon trio de tête Vincent Rioux sur PRB, Armel Lecléache sur Banque Populaire et Sébastien Josse sur Gitana. Je pense que c'est 3 bateaux qui ont un petit peu d'avance par rapport au reste de la flotte. Néanmoins, c'est rarement les favoris qui gagnent le Vendée Globe et ils sont 5-10 derrière à pousser. Et là, on le voit bien d'ailleurs sur le départ. Vincent, qui était un de mes favoris, qui prend un excellent départ. Et derrière, il y a Tanguy, il y a Jean-Pierre qui prennent des très bons départs aussi. Donc la course va être très belle. Vous en savez quelque chose, vous n'étiez pas favori il y a 4 ans et pourtant vous aviez remporté cette édition, je le rappelle, en 78 jours, 2 heures et 16 minutes. C'est donc le record à battre pour cette édition, la 8e du Vendée Globe. Je vous remercie d'avoir suivi avec nous ce départ du Vendée Globe. Une course que vous pourrez bien sûr suivre chaque jour avec nous sur France Télé. Merci à vous, merci François Gabard, merci Anthony. Merci. Le Vendée Globe sur France 3 avec Paprec Recyclage. Tout à l'heure, retrouvez-nous dans Même le dimanche avec nos invités. Chantal Latsou qui nous fait l'honneur de passer l'après-midi avec nous, mais aussi Michel Faux, Francis Huster, Régis Laspalès, Ranou Miaïleanou, André Manoukian. Et de la musique